Maître Arissou, avant donc de déployer ces moyens qui vont contribuer à la numérisation de ces actes de naissance et surtout à un archivage numérique, est-ce que l'idée qui est d'ailleurs inscrite dans la loi camerounaise, dont la disposition m'échappe, l'idée d'avoir une copie des actes de naissance dans les tribunaux n'aurait pas déjà permis d'endiguer un peu ce problème de double acte de naissance? Parce que la loi dispose que lorsque les actes de naissance sont établis à la mairie, que la copie de toutes ces souches-là soit également déposée au niveau du tribunal. Et cela permet effectivement de se rassurer qu'on a le bon acte avec le bon numéro. Et donc, on évite le problème actuel. Est-ce que ce ne serait pas déjà un début de solution? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait jusqu'ici? Oui, je souris quand même, hein, parce que je mets au défi, allez voir hein, si vous allez trouver les actes de naissance dans les tribunaux. Ça m'étonnerait vraiment qu'on aille trouver les originaux. Mais le rôle, moi, je ne pense pas si on était organisé, si on était sérieux, on n'allait pas arriver à ce niveau. C'est les mairies qui sont responsables, c'est les communes qui délivrent les actes de naissance. C'est comme le notaire. Le notaire délivre les minutes des actes. Moi, je ne suis plus notaire, mais vous allez trouver toutes les minutes des milliers d'actes que j'ai établis. Les minutes sont là. Normalement, il y a une minute dans les mairies. Normalement, l'original doit rester à la mairie. S'il est bien conservé, vous venez même 100 ans, 200 ans après, vous allez trouver votre acte de naissance. À mettre la justice dans la boucle, c'est allonger les procédures et compliquer les problèmes. Or, les deux solutions, c'est la gratuité et la simplicité. Vous convenez avec moi que si vous mettez encore la justice dans la boucle, le côté simplicité n'existe pas. Non, mais Maître Arissou, imaginez que la mairie brûle, comme on en voit souvent, alors que la souche existe ailleurs. On double. En fait, on a là, c'est un procédé d'archivage double, pour éviter que si la mairie brûlait, qu'on n'ait plus moyen de retrouver les données. C'était ça l'idée de cette loi, qui voulait qu'on conserve aussi les doubles dans les tribunaux. Tout à fait, mais il faut bien que, et si le tribunal aussi brûle, il faut qu'on retrouve les actes de ça à la mairie. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, mon problème, c'est la conservation. C'est pour ça que je parle de la conservation. Au Sénégal, il y a une centrale à Dakar. Ça, c'est récent, ça, c'est actuellement. Mais aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre au Cameroun... Il faut une centrale à Yaoundé et des centraux dans les mairies. La centrale de Yaoundé doit être reliée par intranet à la centrale, aux centrales des mairies, des communes. Mais quand vous voyez ici les communes qui n'ont même pas de bureau, les communes les maires ne s'occupent que des marchés publics. C'est ça. Il faut sensibiliser. Il faut que les gens sachent que c'est un problème plus sérieux que... C'est aussi sérieux que les routes, les hôpitaux. Entendu. Alors, je veux dire que sur un autre registre, hein, on a le même problème. Et je crois que là, on a en face l'ESPER. C'est le même problème qu'on retrouve dans le foncier. On retrouve 2, 3, 4 personnes qui ont le même titre foncier. Est-ce aussi les mêmes causes? Vraiment, vous avez touché aussi un autre problème. C'est vrai, c'est le même problème. Mais moins grave que les problèmes d'état civil, parce que l'état civil, c'est l'identité. C'est l'être humain lui-même qui est en jeu. Ici, c'est un bien qui est en jeu. Mais, je reviens sur le même problème. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre, là, vous l'avez rappelé, La Terre, un droit humain. Qui a d'ailleurs été préfacé par... Ah aussi, préfacé, oui, effectivement, par le président Chirac, le président Diouf. Tout à fait. Donc, c'est un problème qui est réel parce que j'ai décidé de m'occuper du côté social de ma profession. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur le droit foncier, le droit de bien, et de voir ce qui se passe sur le terrain et d'essayer d'apporter des solutions pour résoudre ce problème. C'est la même chose avec le droit de la famille, avec l'état civil. Mais là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, aujourd'hui, la société civile, ça, c'est pas l'État. La société civile camerounaise s'est réunie à parler des problèmes fonciers. Je n'ai jamais été appelé. Alors que j'ai écrit un livre qui a eu beaucoup de succès. L'Union africaine m'a invité à une réunion.
tout ça. Donc, c'est le problème. L'État, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont monopolisé. Ils pensent qu'ils sont omniscients, omniprésents, omnipotents. C'est eux qui ont toutes les solutions. Et ce qui intéresse les gens, c'est plus les réunions avec les perdièmes, les ceci, le cela, que de trouver les solutions à ces problèmes-là. Vous savez, le problème en Afrique aussi, le problème du foncier est un problème réel. Il y a toujours des guerres qui naissent à partir d'un litige foncier. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la colonisation du titre foncier. Le titre foncier, M. Ngassa, est intangible, imprescriptible, inattaquable. Même le tribunal ne peut pas annuler un titre foncier. Si vous l'avez fait, s'il y a des fraudes, c'est le ministre en charge des domaines qui le retire. Donc, la colonisation l'a fait parce qu'ils voulaient protéger leurs plantations. Parce qu'ils avaient de grandes plantations en Afrique. C'est ça qu'ils voulaient protéger. Mais depuis qu'on est indépendant, on n'a pas cherché une autre solution sur les francophones, je parle. Parce que dans les pays anglophones, il n'y a pas de titre foncier. D'accord. C'est les bois amphithéotiques. Par exemple, moi, je suis allé au Nigeria, j'ai étudié le problème, je suis allé à la conservation foncière de Maïdougouri. Ils n'ont pas de titre foncier. Ils ont des bois amphithéotiques. Si vous voulez la maison, vous avez un bail de 50 ans dans la maison que vous pouvez renouveler. Et si c'est pour faire un commerce, une boutique, vous avez 40 ans. Que vous pouvez, non, 90 ans pour la maison, pour l'habitation, et 40 ans pour les industries, le commerce, etc. Vous voyez, donc, eux, ils ont trouvé une autre solution. Mais nous, on est braqués sur le titre foncier. Et puis, il y a une dualité entre le droit moderne et le droit coutumier. Bon, vous, dans votre village, si quelqu'un cultive son champ, depuis son grand-père, son arrière-grand-père, on vient lui dire que non, c'est pas... Quelqu'un a fait un titre foncier sur votre champ. Mais lui, il ne comprend pas. C'est pour ça que j'avais proposé le titre sécurisé simplifié, c'est-à-dire un titre qui a les mêmes caractéristiques que le titre foncier, c'est-à-dire un droit de propriété avec l'usus, le fructus et l'abusus. C'est-à-dire que vous pouvez faire de votre titre ce que vous voulez, mais avec des conditions préalables. Donc, la première, c'est la décentralisation administrative. Il faut que ce soit les mairies, les communes qui délivrent les titres fonciers. Donc, la deuxième, c'est l'abandon du principe domanial, du principe de domanialité. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il faut que c'est ce principe de domanialité-là. C'est-à-dire que quand vous exploitez, c'est le domaine national. C'est-à-dire que les terres, c'est l'État qui en fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a le principe de domanialité. Aujourd'hui, moi, dans le titre foncier sécurisé que j'avais proposé, et que l'Union africaine semble être intéressée, c'est de dire que quelqu'un qui exploite une terre, quelqu'un qui habite une terre, qui a un petit champ, une petite exploitation, il est présumé en être le propriétaire. C'est lui le propriétaire, jusqu'à preuve du contraire. Je dis que ça, c'est ma terre. Si c'est la tienne, tu viens prouver que ce n'est pas la tienne, ce n'est pas la mienne. Mais on ne peut pas permettre à tout le monde d'aller voir le sous-préfet qui convoque une commission, qui vient dire, et puis vous savez comment ça se passe au Cameroun. Hein? On graisse un peu partout, et puis après, vous vous retrouvez avec votre terrain qui est immatriculé alors que vous n'étiez même pas au courant. Après, on va vous dire, lui, il est censé ignorer la loi parce qu'on a publié, vous n'étiez pas au courant. On ne publie pas à la radio ou dans les journaux, on publie dans le journal officiel. Le journal officiel se retrouve seulement dans les services des domaines. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec un titre foncier. Et comme la troisième solution que j'ai apportée, c'est la modernisation de l'administration foncière. Cette modernisation de l'administration foncière, c'est quoi? C'est la même chose qu'avec les actes de naissance. C'est informatiser, sécuriser. Aujourd'hui, avec le principe de blockchain, on peut, avec la satellisation, voilà, à Madagascar, moi j'ai fait une mission de 8 jours à Madagascar, en 2011. 8 jours avec une équipe de géomètres français et de notaires français, etc. Nous avons été sollicités par le comité foncier de Malgache. Nous sommes allés. Ça marche. Ils ont décentralisé auprès des mairies.
Ils ont informatisé, ils ont fait par satellite les plans. Il y a un grand plan sur l'ensemble du pays. Et puis, ils ont sectorisé les plans qu'ils ont appelés les plans locaux, le PLOF, plan local d'occupation foncière. C'est-à-dire, quand vous allez à la mairie, on tape sur l'ordinateur, vous demandez d'avoir un titre sur votre terrain, on tape sur l'ordinateur, et puis on voit votre plan d'occupation. On dit, voilà, et vous dites, vous êtes où? C'est à partir de cet arbre-là, cet arbre jusqu'à cet arbre, à partir de ce baobab jusqu'à ce tamarinier, etc. Voilà mon terrain. Bon, on convoque, dans une semaine, on convoque la commission. On dit au chef de village et à tous les villageois de se rendre sur le terrain. Vous allez sur le terrain, et puis on dit que vous dites que c'est votre terrain. On demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste? Si personne ne conteste, on dit ok, on vous délivre. On leur dit vous avez 15 jours. S'il n'y a personne, dites à toute la population, à tout le monde, que ce terrain-là, nous allons délivrer un titre sur ce terrain dans 15 jours, si personne ne vient contester dans 15 jours. Si à 15 jours, personne n'a contesté, on vous délivre votre titre. C'est un papier, ce n'est pas un titre foncier avec 9 feuillets, 10 feuillets, un carton comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Cameroun, au Nord Cameroun, je le dis haut et fort, il n'y a même pas de carton, il n'y a même pas de livret. Ni à Garoua, ni à Maroua. Il n'y a pas de livret de titre foncier. Voilà. Parce qu'on n'arrive même pas à fabriquer. C'est comme les problèmes d'acte de carte nationale d'identité ou de passeport. Il n'y a pas de livret. Il n'y a pas de feuille non plus. Il n'y a pas de livret de titre foncier. Parce que le livret qu'on vous dit là, on vous remet, c'est la copie. Hein, c'est la copie du titre foncier. Vous regardez bien, si vous avez un titre foncier, regardez bien la première page. On dit copie du titre foncier numéro tant, volume tant, folio tant. Département du Vouri, folio tant. Département de la Benue ou de Bamboutos. C'est comme ça. C'est une copie. C'est-à-dire que l'original, c'est comme les actes de ça. L'original est à la conservation foncière. Il y a le livret mère là-bas. Mais si on informatise tout ça, on décentralise, on dit aux mairies, parce que ce qui coûte cher et ce qui amène plus de problèmes, c'est les géomètres. Parce que les géomètres coûtent cher. Deuxièmement, il y a les commissions. Quand vous devez descendre avec une commission, le sous-préfet, vous devez donner tant au sous-préfet. Les membres de la commission, vous devez leur donner tant. Je me rappelle un jour, je voulais immatriculer mon terrain à Garoua, le sous-préfet m'a demandé 300 000 francs. Je lui ai demandé, je lui ai dit, la loi dit c'est 27 000 francs. Il m'a dit non, à Douala c'est 1 million, à Kribi c'est 500 000. Je dis, mais donnez-moi la loi qui vous permet de me demander 300 000 francs. Il était incapable. Donc, c'est quand j'ai élevé la voix, je dis, bon, si vous ne me donnez pas, moi, je vais aller voir le gouverneur, je vais voir le ministre, etc. Il a donc fait la procédure pour descendre sur le terrain. Parce que si la commission ne descend pas sur le terrain, vous n'avez pas de... Est-ce que tout ça, ce n'est pas un ensemble de problèmes que rencontrent les Camerounais avec ces montants comme ça qui sont donnés selon la tête du client, 500 000 francs, 300 000 francs pour la descente du sous-préfet? Pourquoi ces questions ne sont pas ramenées sur la table pour que ce soit clarifié, pour qu'un Camerounais n'ait plus à dépenser à l'ouest 1 million, à Douala 2 millions, au nord 300 000 francs? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à conserver, à préserver ce flou, Maître Aissou? Mais vous me posez des questions, je vous ai dit, je ne connais pas le sexe des anges. C'est que vous me posez des questions, vous posez des questions impertinentes que je pose aussi. Ce n'est pas à moi, c'est à l'État qu'il faut poser. Il faut que pas l'État seulement, que tous les Camerounais se posent ces questions pour trouver une solution. Parce que je vous dis qu'on s'occupe des faux problèmes, on laisse les vrais problèmes de côté. Vous voyez, non? Oui. Au Cameroun, tout ce qui n'est pas politique n'est pas important. Or, c'est l'économie qui tient la politique. C'est le social qui tient la politique. C'est le culturel qui tient la politique. C'est ça le problème. Mais Maître Aissou, quand même, reconnaissons quand même au regard de ce que vous avez dit, que dans la pratique, je prends pour exemple encore ce qui se passe dans certains villages, dans le centre et à l'ouest. Dans la pratique, on fait exactement ce que vous avez dit. Hein. C'est-à-dire que on identifie la propriété d'un individu dans le même contexte que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on appelle les mitoyens de l'espace et on leur demande de confirmer que cet espace-là appartient bien à celui qui le revendique. Mais disons que le problème est celui, là où il manque une chaîne, là où il manque quelque chose, c'est effectivement le papier qui pourrait finalement officiellement faire de telle ou telle personne le propriétaire de tel espace. Et c'est peut-être ça qui manque. Et c'est peut-être ça qui est lourd à faire aujourd'hui. Et c'est peut-être là où on doit vous écouter. Et malheureusement,
vous semblez être totalement inaudible par vos compatriotes. Qu'est-ce qui fait problème? Non, je ne suis pas inaudible, je suis ignoré. Ah, c'est pire encore. Peut-être c'est faible, je suis ignoré carrément. C'est pire encore. C'est pas important. Ce que je dis, oui. Là, la différence, comme vous dites, si on identifie que la parcelle appartient à tel paysan, on ne passe plus on ne va pas plus chercher des géomètres du cadastre pour venir mesurer la parcelle. Parce que ça coûte cher. Et c'est là où il y a des géomètres. Moi, j'étais notaire ici. Il y a des géomètres qui ont immatriculé des terrains des individus à leur nom. Parce qu'il y a des fois des géomètres, ils vous disent votre dossier a disparu, tout ça. Et puis, ils vont titrer le terrain à leur nom. J'ai fait la médiation pour qu'ils n'aillent pas en prison, certains géomètres, pour qu'ils mutent. Ils font la rétrocession de ces terrains aux propriétaires. Donc, il y a le côté géomètre. J'ai dit qu'il faut d'abord faire un travail informatique satellitaire. C'est-à-dire que tous les terrains doivent rentrer dans un plan national. Il faut l'aménagement du territoire. On aménage le territoire. Dans certains pays, même chez vous, à l'ouest, il y a des forêts sacrées. À l'est, il y a des forêts sacrées. Qu'on dise, par exemple, que les forêts sacrées ne peuvent pas être immatriculées. S'il y a un plan général, on sait que ça, c'est une forêt sacrée. On sait que ça, c'est la maison de tel. Ça, c'est le champ de tel. Ça, c'est la plantation d'une grosse industrie. Donc, il y a déjà un plan d'occupation générale. Et un plan d'occupation locale qui ne concerne que la localité. Il suffit qu'on tape sur le plan, on a le PLOF, le plan d'occupation locale. À partir de là, quand on dit que c'est pour vous, il n'y a pas de contestation. Vous n'allez plus voir le cadastre. On vous délivre ça à la mairie tout de suite. Qui peut dire qu'au Cameroun, il peut obtenir quelqu'un qui vit à Tchang ou à Bouddha ou je ne sais pas où dans les villages, ou à Penka Michel ou à Bibemi, il peut aller obtenir, ou à Bibemi ou à Kouchiri, je ne sais pas, il peut obtenir un titre foncier en moins de 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y en a des titres fonciers qui restent. En Gaoundéré, aujourd'hui, un groupe, c'est connu. Le ministre a dû relever de ses fonctions tous les responsables et amener une nouvelle équipe qui est en train de redresser les choses. Avant, les problèmes de terrain, ce n'était que Douala, Yaoundé et Kribi. Aujourd'hui, c'est sur l'ensemble du Cameroun qu'il y a des problèmes de litiges fonciers. Sans oublier le côté accaparement des terres. Il y a aussi ce côté. Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Mais comment font les Chinois pour avoir les titres fonciers rapidement au Cameroun, maître Arissou? On a quand même des Chinois qui arrivent à avoir les titres fonciers très facilement au Cameroun. On leur donne des baux amphithéotiques. Mais on te donne un bail on a donné un bail amphithéotique aux Chinois de 10 000 hectares. Dans la zone de Nanga et Boko là-bas. 10 000 hectares pour faire le riz. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui peuvent me dire qu'ils ont vu un sac de riz made in cette zone-là par les Chinois. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu. Et je me suis renseigné à Yaoundé, tout ça, tous les gens, même ceux qui vivent à Mandjok, à Sosukam et tout ça, me disent que moi je n'ai pas vu. Donc, alors qu'il y a des Camerounais, je parle du problème de la Saïb à Lagdo, qui ont demandé 2405 hectares avec des projets, avec tout. On leur a refusé les terres parce qu'on a politisé l'affaire. Je vous dis qu'au Cameroun, on ne voit pas l'économie, c'est la politique qui gère tout. Voilà, il suffit que vous ayez un haut responsable de la République qui est derrière des Chinois, on va leur donner tout ce qu'ils veulent. Et quand vous êtes Camerounais, vous voulez investir. J'ai vu aussi les problèmes qu'il y a là-bas. Il y a un Camerounais, je crois, du West, je ne sais pas comment. J'ai vu les semaines surpassées là, sur les réseaux sociaux qui voulaient investir au sud. On lui a refusé les terrains. Mais si on avait un plan d'occupation, si on avait un plan d'aménagement du territoire, pour dire qu'ici, on peut mettre ici, on ne touche pas la forêt. La forêt ici, parce que c'est lié aussi à l'environnement. Vous détruisez les forêts aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à Marois, cette année, c'est catastrophique. Parce que la saison froide, c'est trop mot, la saison fraîche, si vous voulez, qui contribue beaucoup au mûrissement du sorgho. Cette année, on n'a pas eu de saison froide, on n'a pas eu d'hivernage. Donc, chaque vendredi, nous prions dans les mosquées pour qu'il fasse frais, pour que le mil puisse bien pousser. Mais il y aura la famine.
Parce qu'aujourd'hui, on est au mois de février, il ne fait pas froid. La chaleur va redémarrer. Et si la chaleur redémarre, ça va brûler tous les tiges de mine. Et puis aujourd'hui, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas respecté. Parce qu'il n'y a pas un plan d'aménagement du territoire qui sauvegarde. Je me rappelle quand moi je suis venu à Mawa, à Salak, quand vous venez de l'aéroport de Salak, vous ne voyez pas le pic de Midif, parce que c'était touffu, parce qu'il y avait la forêt. Mais on a détruit cette forêt-là au su de tout le monde. D'accord. Vous voyez, donc c'est un problème d'aménagement du territoire. C'est un problème de modernisation, des mairies pour s'occuper des problèmes fonciers, des modernisations du cadastre pour faire des plans satellitaires avec le blockchain, des modernisations, des conservations foncières pour pouvoir informatiser les conservations foncières, les cadastres, et tout ça pour pour sécuriser les titres. Parce que si votre titre est informatisé, vous ne pouvez pas avoir un autre titre. C'est archivé à la conservation foncière. Vous savez comment ça se passe en Europe? En Europe, vous achetez votre terrain chez le notaire, il ne se déplace pas. C'est lui qui informe directement par télé électronique, il informe directement la conservation foncière qui vous délivre votre titre. Il ne se déplace pas de son bureau. Donc, nous avons les pays comme la Corée qui sont très forts dans ce temps. Pourquoi ne faisons-nous pas des accords? Pourquoi ne cherchons-nous pas des financements pour venir installer ces systèmes-là chez nous en formant les Camerounais? Ce n'est pas les ingénieurs qui manquent. Combien d'ingénieurs chôment? Ils n'ont pas de travail. Combien d'informaticiens sont là, n'ont pas de travail? Il y a des secteurs qui ont besoin, qui ont des besoins en ressources humaines. Et les techniciens sont là, les spécialistes sont là. Mais on les jette dans la rue, alors qu'on pouvait les former. C'est pour ça que je dis que tout cela appartient à l'État. C'est l'État qui doit impulser cela. Entendu. Dans la vie, voilà. Entendu, Maître Aristo, on est en train de tirer à la fin de cette émission et je ne pourrais la boucler sans vous demander, vous qui avez d'ailleurs souvent convoqué dans votre propos le mot décentralisation. Est-ce que celle qui est aujourd'hui en cours d'implémentation à Yaoundé vous paraît être une solution au problème qu'on aborde depuis plus d'une heure ici? Je vous dis, je parle vraiment le plus franchement possible. J'avais fondé beaucoup d'espoir à la décentralisation. Mais je suis un peu sceptique parce que quand je vois les gouverneurs venir installer les présidents des régions, je suis sceptique. Parce que pourquoi le gouverneur installerait un président de région? C'est une façon de montrer qu'il est subordonné au gouverneur. Or, le gouverneur, les délégations régionales détenant actuellement, ce sont eux qui sont les détenteurs des pouvoirs, des activités que doivent mener les conseils régionaux, les conseils régionaux. L'éducation, la santé, les routes, etc. Il y a des délégués régionaux qui sont là, qui dépendent du gouverneur, et c'est le gouverneur qui les couvre. Donc, dans certaines régions, que je ne veux pas nommer, avec des gouverneurs gourmands, etc., avec des délégués, ceci, cela, mais est-ce qu'ils vont laisser les conseillers faire leur travail? Est-ce que l'État va se dessaisir de certaines de ses prérogatives, de certaines de ses compétences, pour les laisser aux délégués, aux conseillers régionaux? Est-ce que la part financière du budget qui est voté par le budget de l'Assemblée nationale va être rétrocédée aux régions, etc., etc. Ça, moi, je suis un peu resté sur ma faim et je suis même un peu inquiet quand je vois qu'un gouverneur vient installer un président d'un conseil régional qui est un élu. Parce que lui, il n'est pas un élu. Donc, et ça, dans le subconscient des populations, ils vont dire, dès qu'il y aura un problème, ils vont aller lui porter plainte chez le gouverneur.
Comme les maires, d'ailleurs, on a vu avec les communes. Si vous n'avez pas un maire fort, les préfets ce qu'ils font aux communes. Je me rappelle, il y a un préfet qui était à Garoua, qui est arrivé, sa femme était enseignante dans un collège. Dès qu'il est arrivé, il a visité le collège, il a dit que sa femme ne peut pas aller, sa femme ne peut pas enseigner dans un collège où il n'y a pas de sanitaire. Il a appelé le maire de cette commune-là pour lui demander d'aller lui construire rapidement des toilettes, parce que sa femme ne peut pas enseigner dans une école où il n'y a pas de toilettes, alors que cette école n'a même pas de table banc. Bon, et évidemment, le maire, sachant que c'est le préfet qui vise ces documents de budget, ces documents de certaines dépenses, etc., il s'est assagi. Et vous savez aussi que c'est les préfets qui gèrent le domaine national, qui gèrent les terres. Le préfet peut faire un lotissement domanial. Le préfet gère les terres, il peut lotir les terres et les distribuer et les attribuer aux populations. Est-ce que les maires n'ont pas pu lui arracher ce pouvoir-là? Parce que c'est l'État qui le veut. Le jour où l'État dit que bon, maintenant les préfets ne font plus, les préfets ne gèrent plus le domaine national, le domaine foncier. Le domaine foncier ne relève plus de la compétence du préfet. Évidemment, on les remet à la commune. La commune aussi, le maire aussi fait des lotissements, le maire aussi peut faire des lotissements communaux. Mais il y a le lotissement domanial et le lotissement communaux. D'accord. Est-ce que tous ces délégués, tous ces préfets, tous ces gouverneurs vont facilement se dessaisir de tout leur pouvoir pour les remettre aux régions? Parce qu'avec les communes, nous avons vu que si, d'ailleurs, à mon avis, on devait faire une étude pour voir quel est l'impact, quel est le résultat que la décentralisation des collectivités locales, communales, ont produit depuis qu'ils existent, depuis qu'on a commencé les élections des maires. On ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Mais moi, je suis sur ma faim, j'attends voir. D'accord, entendu. Voilà. Entendu. Alors, Maître Arissou, on va boucler donc cette longue interview avec vous par des questions sur des gens qui ne vous sont pas indifférents. Maître Arissou, je préfère le dire parce que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui vont probablement s'étonner de ce que nous n'ayons pas abordé avec vous, l'épineux problème qui vous a conduit en prison. Je voudrais le rappeler à nos web téléspectateurs que vous ne vouliez pas en parler et que vous avez décidé de passer à autre chose. Mais vous me permettez quand même de vous demander, comment va votre ami d'enfance? Ça, c'est une question qui me rend triste. Ah, pourquoi? Parce que, parce que mon ami d'enfance, jusqu'à présent, il est incarcéré pour un délit qui n'existe pas dans le code pénal, de complicité intellectuelle. Et ce qui est triste et choquant, c'est que l'auteur principal, présumé, M. Michel Fotso, est dehors. On lui a permis d'aller se soigner. Au Maroc. Bon. Oui, le ministre, il n'est pas venu. Le ministre Marafa aussi a été malade, il a été hospitalisé, il a eu une thrombose, qui a failli l'emporter, et ne lui a pas permis de sortir. Et aujourd'hui, avec le Covid, sa situation est extrêmement difficile. Parce qu'il ne reçoit qu'une fois par jour la personne qui lui apporte et 30 minutes. Donc, il est dans l'isolement complet. Donc, vraiment, c'est mon ami, je ne nierai jamais mes amis. C'est peut-être ça qui me cause le plus grand problème. Je ne suis pas homme à trahir mes amitiés, parce que je n'attends rien de qui que ce soit. Et je pense qu'il y a des valeurs humaines qui sont très importantes. La loyauté, l'amitié, la fidélité. Donc, c'est d'autant plus incompréhensible. C'est dit que le Premier ministre Inoni aussi a été quand même... on lui a aussi permis de se soigner. Mais il y a des malades. Il y a Mohamed a passé combien de mois à l'hôpital CNPS.
tout le monde sait qu'il y a un diabète grave. Bon, les RS, Reporters sans frontières, a pas compliqué. Aujourd'hui, tous les journaux camerounais disent que Mendoza est sur le lit de la mort. Bon, alors, c'est quelle est cette décision à deux, trois, quatre vitesses? Il y en a à ceux qu'on permet d'aller soigner, d'autres qu'on ne permet pas de soigner. Et puis, donc, il faut voir de manière globale la tolérance, la réconciliation nationale, tout ça. Bon, moi, je ne suis pas un homme politique. Je pense qu'il appartient aux hommes politiques, aux honorables députés, aux sénateurs, etc., de voir quand même cette situation. Parce que c'est l'image du Cameroun qui est écornée. Donc, voilà la situation de mon pays. Vous m'avez dit, je vous ai répondu. C'est la situation exacte au jour d'aujourd'hui. Mon ami, il est là, il est en isolement complet. Il n'est pas malade. Mais vous savez qu'avec d'autres là-bas, je ne sais pas lesquels, mais tous, ils sont en isolement complet. Ils reçoivent une personne par jour dans 30 minutes sous le prétexte du Covid. Moi, je ne l'ai pas vu depuis presque un an parce qu'il n'y avait pas d'avion. Il y a les problèmes du Covid. Mais j'étais ces nouvelles à travers sa famille, à travers ses enfants qui vont le voir. Et donc, c'est eux qui me donnent de ces nouvelles. Quelques amis courageux arrivent quand même à quitter le pays pour le voir, leur visite. Et je ne manquerai pas à court de ce mois de février, puisque les vols ont recommencé. Parce qu'à mon âge, je ne voulais pas aller souffrir plus avec tous ces accidents, avec tout ce que ça comprend. Maintenant que les avions ont commencé à voler, j'irai le voir et je vous en parlerai même en privé. Merci. Merci pour la primeur que vous nous accordez ici en Mondovision sur votre prochaine visite et rencontre avec votre ami d'enfance, donc l'ex-ministre Marafa Hamidou Yahya. Vous avez donc évoqué un autre nom que j'allais effectivement vous demander, de commenter un peu l'incarcération. Vous avez évoqué le nom de Iya Mohamed. Donc on a bien compris que son incarcération également vous attriste. Mais il y a deux autres noms pour finir. Amadou Ali. Qu'en pensez-vous? Monsieur Amadou Ali? Oui. L'ancien vice-premier de la justice. Exactement, c'est de lui que je parle. Oui, ce que je pense de lui, c'est que c'est un grand commis de l'État. C'est un grand commis de l'État, mais malheureusement formé à l'administration coloniale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de compétent, quelqu'un de travailleur, mais c'est quelqu'un qui est soumis. Il est soumis au pouvoir exécutif, il est soumis, il n'a pas comment dire, de position personnelle. Il n'a aucune indépendance. Il peut exécuter tout ce qu'on lui demande d'exécuter, que ce soit bon, que ce soit fait. Mais moi, j'ai connu Amadou Ali quand j'étais étudiant. J'ai connu quand j'étais étudiant, ce n'est plus le même Amadou Ali que j'ai trouvé quand il était ministre. D'accord. Mais c'est quelqu'un net, quelqu'un de compétent, mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer sa position, d'exprimer ses réflexions et de prendre une position sur un sujet donné. Ça veut dire que c'est un très bon exécutif. Voilà. D'accord. Il avait fait l'objet il y a quelques années d'une sortie qui a paru assez curieuse aux gens lorsqu'il avait dit que le pouvoir ne devrait pas aller chez les Bamileke, mais plutôt rester au nord. Un commentaire là-dessus? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai dit il a une formation coloniale. C'est des gens qui ont fait l'école pendant la colonisation. Ils sont allés faire l'Institut d'études administratives à Paris. Ils ont été formatés. Bon, aujourd'hui, en 2021, vous ne pouvez pas avoir, même quand il l'a dit, en 2015 ou en 2011 ou en 2010 ou même 2009, on ne peut pas avoir ce propos-là pour dire que tel ne peut pas. Le Cameroun appartient à nous tous. Pourquoi on peut dire que tel peut prendre le pouvoir, tel peut ne pas prendre le pouvoir? Ça n'a rien à voir. Nous sommes des Camerounais. La loi dit que tout Camerounais peut aspirer à diriger ce pays.
Hein, et c'est les partis politiques qui concourent au suffrage universel. C'est ça que dit la Constitution. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on s'occupe plus des faux problèmes que. Je vous ai dit, on parle d'allogènes et d'autochtones, alors qu'il y a des étrangers purement qui sont aux affaires au Cameroun. Qui sont aux affaires au Cameroun. Qu'est-ce qui est plus grave? Être nordiste, avoir un terrain à Douala, être familier ou être Béti, avoir un terrain à Garoua. Qu'est-ce qui est plus grave entre ça et le fait que d'autres Camerounais, des non-Camerounais, ça va de soi. Sont aux affaires? Je crois que ça va de soi. Tout le monde a compris ce qui est plus grave. Voilà. Donc, 2 derniers noms, et puis ce sera bouclé pour cette émission. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de lui en début de cette émission, le président de l'Assemblée nationale, M. Kaba Yegué Djibril. Et après, ce sera le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Que pensez-vous de ces 2 personnes? Vous choisissez l'ordre qui vous arrange. Non, non, il faut remettre à César ce qui est dû à César. Je vais choisir le président de la République. D'accord, si vous voulez. Le président Paul Biya, j'ai dit que comme tous les Camerounais, en 1982, nous étions tous fiers d'avoir un président jeune, un intellectuel, qui va venir continuer l'immense œuvre que Ahidjo a faite, au moins sur le plan économique. Je vous rappelle qu'en 1978, on parlait d'émergence, M. Ngassa. En 1978, on était classé par la Banque mondiale dans les pays émergents. On était au même niveau que la Corée du Sud, que Malaisie. La Malaisie, l'Indonésie sont venus apprendre à cultiver les palmeraies. Ils ont pris les boutures de palmeraies pour amener chez eux. Donc, moi, j'étais très content, très fier de dire que voilà un intellectuel qui vient. Moi, j'étais notaire stagiaire à Yaoundé. Un intellectuel, quelqu'un vraiment de rodé, puisqu'il a été aux côtés du président Ahidjo pendant des années, qui va maintenant continuer, qui va booster tout ce qui a été fait par le président Ahidjo. Donc, je suis déçu, je ne peux pas le cacher, je suis déçu parce que aujourd'hui, l'état où le Cameroun se trouve, vraiment, je pensais qu'aujourd'hui, la SOTUC, les bus seraient remplacés aujourd'hui par les métros ou par les tramways, 40 ans après. Ça avait bien démarré, il y avait les hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala qui étaient là. Je croyais que dans toutes les régions, il y aurait eu déjà des hôpitaux généraux. Je croyais que la Camer, qui était la première compagnie africaine aujourd'hui, serait comme éthiopienne. Je croyais que toutes les grosses industries qui existaient, pour la Socamé, l'engrais et tout ça là, je croyais qu'aujourd'hui, moi, en tant que notaire, je disais que personnellement, j'allais aujourd'hui être multimilliardaire parce que si l'économie du Cameroun continuait comme ça, je me serais installé dans n'importe quel coin du Cameroun. J'aurais été, mais les résultats obtenus aujourd'hui, moi, je parle de Biya, de Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya. Si ces ministres travaillent mal, moi, c'est le président que j'ai élu, c'est lui que je connais, c'est lui que je connais, c'est à lui que le président Ahidjo a remis le pouvoir. Voilà, donc pour moi, je suis déçu. Parce que quand le Cameroun, quand il a pris le pouvoir, je n'étais pas un enfant, j'étais déjà premier clerc de notaire. J'assurais l'intérim à l'étude de Maître Noufélé, qui avait été suspendu. J'étais premier de clerc de Maître Mboudou Anda. Et il m'a envoyé, le ministre lui a demandé d'assurer l'intérim, il m'a envoyé, c'est moi qui ai assuré l'intérim à l'étude de Maître Noufélé. Donc quand le président Biya a pris le pouvoir, moi je suis la génération de Camerounais qui a vécu le bon Cameroun. L'économie marchait, tout était florissant. Nous étions jeunes, le Katios, on était au Katios tous les soirs. Vous voyez, le Cameroun marchait. Les gens quittaient d'Abidjan, de Dakar pour venir passer les week-ends au Cameroun. Donc, il y avait 2 vols sur le nord par jour. 2 vols de Camer sur le nord. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le président Biya qui m'a nommé notaire. Je le remercie. En tant qu'individu, personne, aucun souci, le président Biya, mais en tant que président de la République, c'est-à-dire en tant que personnalité, l'homme qui a présidé aux destinées de tous les Camerounais,
depuis 38 ans, je suis déçu. Je suis déçu parce que je crois qu'aujourd'hui, on arrive à l'Assemblée nationale pour conclure. Voilà. Donc, pour M. Kavaï Yegué-Djibrine, c'est un parent que je connais depuis. Je l'ai connu quand il était questeur à l'Assemblée nationale. Donc, là aussi, j'étais déjà notaire. J'étais déjà presque notaire. J'étais premier clerc notaire. Mais je pense que le pouvoir, ça use. C'est le pouvoir a usé, M. Kavaï. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais, mais le pouvoir l'a usé. Quand on vous laisse à un poste pendant des années, vous faites ce que vous voulez, vous prenez les décisions que vous voulez. Il n'y a pas de contrôle. Même le Conseil supérieur de l'État ne peut pas aller contrôler l'Assemblée. Vous avez un pouvoir absolu. M. Kavaï a été usé par le pouvoir. C'est ça que je peux dire sur lui. C'est quelqu'un qui a été usé par le pouvoir. Et à un moment donné, il devait faire autre chose que d'être président de l'Assemblée nationale. Parce que le pouvoir, ça use. D'ailleurs, même le président, le pouvoir, ça use. Voilà, donc, merci. C'est ça ma lecture. D'accord. J'espère que je n'ai offensé personne, je n'ai dit que ce que je pense. Non, nous posons ces questions-là généralement à tout le monde et nous espérons surtout que nous n'entendrons pas demain dire que M. Harissou est de nouveau interpellé par le délégué général à la Sûreté nationale parce qu'il intenterait de déstabiliser le Cameroun, ce qui a fait, n'est-ce pas, ce qui a été, de toute façon, le chef d'accusation dont vous avez fait l'objet il y a quelques temps et qui vous a envoyé en prison pendant plus de 2 ans. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais moi je crois en Dieu. Hein? Moi je suis un fervent, un musulman pratiquant. Oui. Donc, la peur, je ne connais pas. Parce que je sais que tout ce qui vous arrive, c'est Allah qui l'a permis. Voilà, okay. Donc, comme je vous ai dit, le tribunal m'a blanchi pour tout ce qu'ils ont dit. On m'a condamné pour non-dénonciation d'un problème que je ne connaissais pas. Parce que le problème a eu lieu avant même que je ne le connaisse. Bon, et il faut, là, je félicite la justice. Je félicite les magistrats, malgré tout, les magistrats camerounais qui ont eu le courage de dire non, ça suffit. Tous les documents que la DGR a montés, le monsieur de la DGR, les documents que vous avez montés ne sont pas fiables, ce n'est pas crédible. Vous les avez montés en dehors de la loi et a rejeté ces documents. Il y a eu 2 magistrats qui ont jugé l'affaire. Et les 2 magistrats ont rejeté les documents de la DGR. Même si on a dit qu'il y a une non-dénonciation, je les comprends, parce qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Je suis sur ma fin, ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Mais c'est ça que je dis, moi, je ne veux pas, c'est le passé. Hein. Je ne veux pas revenir dessus. Je n'ai rien contre personne. Mais je veux quand même dire aux Camerounais, quels que soient les cas, nous sommes dans un état de droit. C'est les hommes. S'il y a des courageux, s'il y a des hommes courageux pour appliquer la loi, nous n'en serions pas là. Nous avons de très beaux textes. Nous sommes dans un état de droit. Il a suffi qu'un magistrat dise que, mais qu'est-ce qu'après on n'a pas fait? On a affecté ce magistrat. Il y a un deuxième jeune magistrat qui est arrivé, il est allé dans le même sens. Parce que la loi, c'était clair, la loi était là. Ça aurait pu faire l'objet d'une autre émission avec vous. Hein. Vous voyez qu'on a respecté vos voeux. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes heureux de savoir que vous appréciez, enfin, que vous reconnaissez qu'il y a des magistrats travailleurs au Cameroun, même si aujourd'hui, votre ami d'enfance, M. Marafa Amidou Yahya, a également été totalement blanchi dans un certain nombre d'affaires qui lui étaient reprochées, mais malheureusement, il continue à croupir en prison. Mais justement, le président Chilik, qui a jugé en grande instance le ministre Marafa, comme il avait relaxé Mebara, le ministre d'État Mebara, il a eu une telle pression que pour juger cette affaire, il a dû aller s'exiler quelque part pour rédiger son jugement. Et aujourd'hui, ça je le dis haut et fort, parce que je suis juriste. Monsieur Chilik, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir la promotion. À cause de cette histoire, tout le monde sait que M. Chilik est un très très bon et très grand magistrat. Mais aujourd'hui, les petits qui étaient derrière lui sont aujourd'hui
aux hiérarchies. Et lui, oui, mais il est resté toujours là. Et il est à la cour d'appel, on ne l'affecte même pas. Il est à Yaoundé, j'ai l'impression qu'on le tient à l'œil ou quoi, je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que la justice, c'est le dernier recours du citoyen, M. Ngassa. C'est le dernier recours du citoyen. Si la justice fonctionne mal, rien ne peut fonctionner parce que, vous voyez la justice populaire. On brûle quelqu'un qui vole une moto, peut-être même que ce n'est pas lui qui a volé. Dès qu'on crie au voleur, la population le prend, le brûle. D'ailleurs, le président de la Cour suprême a fait une communication à la dernière rentrée judiciaire sur la justice populaire. Mais s'il n'y a pas de justice tout court, la justice populaire va s'installer. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, cette émission est donc arrivée à son terme. C'était Maître Abdoulaye Harissou sur les problématiques liées aux difficultés à établir l'acte de naissance dans les régions du Nord, l'extrême Nord et l'Adamawa, et même dans l'Afrique en général, et puis également sur les problématiques liées au titre foncier. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un débat sur la décentralisation en cours d'implémentation au Cameroun. Un débat donc qui opposera d'un côté Jacques Maboula, qui est ancien maire de Yabassi, et de l'autre côté donc Samuel Mott, qui est député au Cameroun. Merci, au revoir et à samedi prochain. Na bala bola ye bolo, doti mou.